Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, un passeport unique pour circuler sur le continent. Le document sera bientôt opérationnel et permettra à l'Afrique d'accélérer son intégration socio-économique. En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi, de nouveau condamné, mais cette fois-ci à 40 ans de prison. C'était ce samedi 18 juin par un tribunal du Caire. Il était poursuivi pour espionnage et divulgation de documents classés secret défense au profit du Qatar. La justice burkinabé est-elle indépendante? Pour ôter le doute, les pouvoirs exécutifs et législatifs appellent à une réforme du Conseil de la magistrature. Une démarche loin de faire l'unanimité. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, la jeunesse se mobilise. Une jeunesse qui estime avoir été mise à l'écart de la réforme constitutionnelle voulue par le président Alassane Ouattara. Réunis au sein d'un collectif, ils sont des centaines de jeunes à s'être emparés de ce projet et à faire des propositions comme la séparation stricte des pouvoirs ou encore l'indépendance de la justice. Leurs desiderata seront envoyés au comité d'experts chargé par le président ivoirien de la rédaction du projet constitutionnel. Écoutons donc à ce propos Maître Christophe Kouamé, membre de la société civile et président de l'Institut Civis. Pour le cadre de la nouvelle constitution, pour nous, il se pose 2 ou 3 enjeux obligatoires pour lesquels le président de la République doit tenir compte. Il y a les contingences contextuelles, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans le cadre de ce que l'ONU appelle la consolidation de la paix. Et dans ce cadre-là, les grands problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, qui ont fait que nous sortons de 10 ans de crise, l'ONU nous a aidés. L'ONU a produit une résolution, la résolution 2284, pour dire à tout le monde que voilà ce que vous devez faire. Donc, dans la résolution, l'ONU demande au gouvernement ivoirien de tenir compte des problèmes de nationalité, de tenir compte des problèmes du foncier rural, de tenir compte des problèmes de réconciliation nationale, de tenir compte des problèmes de cohésion sociale, en vue de régler fondamentalement les problèmes qui ont entraîné les crises en Côte d'Ivoire. Donc nous, société civile, avons commencé depuis janvier 2016 une initiative pour une révision constitutionnelle transparente d'abord, inclusive, pluraliste et démocratique. Et depuis cette date, nous avons demandé au gouvernement de créer une commission nationale constitutionnelle. Le gouvernement a refusé. Le gouvernement a créé en lieu et place un comité d'experts. Nous disons non. Nous disons que le comité d'experts ne peut pas remplacer ce qu'on appelle la constituante, c'est-à-dire le peuple et sa programmation, parce que vous savez très bien comme nous qu'une constitution est le reflet, je dirais, symbolique d'un peuple, c'est-à-dire son identité passée, présent et future. L'idée d'un passeport unique pour tout le continent africain prend forme. Le document devrait faciliter la circulation des personnes et favoriser ainsi l'intégration économique du continent tant voulu par les dirigeants. Ce passeport électronique sera lancé lors du 27e sommet de l'Union africaine qui se tiendra, rappelons-le, du 10 au 18 juillet à Kigali, au Rwanda. C'est un sujet qui nous a été préparé par Deo Gracias-Kpodo. Les chefs d'État et de gouvernements africains qui se réuniront en juillet 2016 à Kigali dans le cadre du 27e sommet de l'Union africaine vont procéder au lancement du nouveau passeport africain, une initiative de l'organisation panafricaine. Lancé en 2014, le projet entre dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et vise à favoriser la circulation des personnes, des biens et des services sur l'ensemble du continent. Le document devrait donc permettre de dynamiser le commerce panafricain, l'intégration du continent et son développement économique. La question des migrations dans le contexte de l'organisation panafricaine a toujours été une question d'actualité. Cette idée quand même que les Africains puissent se déplacer du Cap au Caire a toujours été portée par l'organisation panafricaine. Mais en l'état actuel, il me semble que envisager dès le prochain sommet que définitivement ce droit à la circulation sur le continent puisse se mettre en place, il me semble que nous sommes encore très très loin de sa matérialisation effective, en dépit du volontarisme, n'est-ce pas, qui caractérise les porteurs de cette initiative. Selon l'Union africaine, dans sa phase expérimentale, seuls les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les représentants permanents des États membres de l'Union seront les premiers bénéficiaires du passeport africain.
Cette étape devrait ouvrir la voie à l'adoption et à la ratification par les États membres d'un certain nombre de protocoles et de lois. L'un des principaux challenges étant de convaincre les plus sceptiques. Sincèrement, quand je prends un exemple comme celui de la CEMAC où l'idée de libre circulation des biens et des personnes est à chaque fois remise en question, l'ensemble du continent n'est pas encore prêt à passer à la vitesse supérieure sur cette question-là. Il y a d'importants défis à relever. Il y a des défis au niveau des sous-régions et c'est très important que tout ceci se fasse, certes par une démarche volontariste, mais aussi par une démarche structurée où on apporte vraiment des réponses aux populations en mettant ça en lien avec d'autres dynamiques comme celle de la sécurité. Et à ce moment-là, on construit une logique et on arrive à se doter des règles qui permettent d'envisager l'entièreté de la libre circulation sur le continent. Le 27e sommet de l'Union africaine se tiendra du 10 au 18 juillet 2016. L'occasion pour les participants à cette rencontre de revenir sur les principaux défis du continent en ce qui concerne notamment la paix, la sécurité et la croissance économique des pays membres. L'objectif ultime est de créer une Afrique forte, prospère et capable d'occuper une place importante sur l'échiquier international. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi, destitué en juillet 2013 par l'armée, a été condamné ce samedi à 40 ans de prison à l'issue de son procès pour espionnage au profit du Qatar. Rappelons qu'il s'agit du 4e procès contre Mohamed Morsi. L'ancien chef d'État égyptien a déjà été condamné à mort à la prison à vie et à 20 ans de prison ferme dans 3 procès distincts. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi a écopé d'une peine de prison ferme de 40 ans samedi 18 juin au Caire. Il a été jugé pour espionnage au compte de l'État du Qatar. Il a comparu avec 10 co-accusés pour livraison de documents relevant de la sécurité nationale. Ils ont acquis illégalement des documents secrets de la défense, de l'intelligence service, des renseignements militaires, des forces armées et du Bureau de la sécurité nationale. Ils ont exposé les lieux et la répartition des forces armées. Leur intention est claire en l'envoyant dans un pays étranger. Par conséquent, ils avaient l'intention de nuire à cette nation. Ils ont exposé la nation à une grande menace et selon le Moufti, il est permis de les tuer. C'est un grand péché. Les espions ne sont pas étrangers, ils sont malheureusement égyptiens. Ils ont trahi la confiance, ils doivent être punis pour mourir dans la torture. Cela servira en exemple. Depuis le renversement de son régime par la junte militaire dirigée par le président Abdel Fattah al-Sisi en 2013, le président Morsi fait face à plusieurs procès. Sa défense compte interjeter appel du verdict. Nous avons 30 jours dans lesquels le tribunal publiera les motivations du verdict. Nous allons étudier ces documents et se préparer à déposer un appel dans les 60 jours. Je pense que les verdicts prononcés contre Mohamed Morsi et le docteur Abdallah Hati seront annulés après notre recours. Le tribunal a acquitté Mohamed Morsi des charges d'espionnage contrairement à ses co-accusés qui ont écopé de la peine de mort. Il a été condamné pour la divulgation des documents officiels. L'ancien président a été jugé pour la 4e fois depuis sa destitution. Il est en attente d'un 5e procès. Au Burkina Faso, l'appel à une réforme du Conseil de la magistrature lancé par le président Roch-Marc Christian Kaboré et par le président de l'Assemblée nationale Salif Diallo fait polémique. Les magistrats considèrent en effet que l'exécutif et le législatif font de l'ingérence dans les affaires internes de la justice. Ibrahima Dioumaba. Au Burkina Faso, l'indépendance de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature font débat. Le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, et le président de l'Assemblée nationale ont appelé à la réforme du Conseil de la magistrature, dénonçant notamment l'absence du pouvoir exécutif au sein de l'instance de décision de la justice. Sur le plan de l'application de ce que nous avons appelé l'indépendance de la justice, chaque Burkinabé comprend pourquoi il est nécessaire que le président du Faso et le ministre de la Justice soient au Conseil supérieur de la magistrature. Si vous avez un État où la magistrature est son propre patron, cela peut créer beaucoup de problèmes. Le président de l'Assemblée nationale, pour sa part, est allé plus loin en considérant que les décisions des juges manquent d'équité. Pour les magistrats, l'indépendance de la justice burkinabé répond aux normes d'une justice moderne. Il dénonce l'ingérence des hommes politiques. Quand on veut faire un bilan pour cette expérience qu'on a vécue avec le président du Faso comme président et le ministre de la Justice comme vice-président, les résultats sont affligeants. Et à partir du moment où les résultats sont affligeants et qu'on vient de commencer avec une nouvelle expérience qui a vu leur éviction au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il me semble
qu'il est souhaitable qu'on se donne un peu de temps pour voir de quoi la nouvelle expérience sera faite avant de pouvoir dire quelque chose. Les magistrats jugent inacceptable et dangereuse pour la démocratie et l'état de droit la remise en cause de l'indépendance de la justice, notamment venant du chef de l'État. Ils tiennent pour responsables les autorités de toute dégradation éventuelle du climat social provenant du fait du discrédit porté sur le pouvoir judiciaire. 19 juin, journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, maladie génétique de l'hémoglobine, une maladie qui touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde. La drépanocytose touche tout particulièrement l'Afrique subsaharienne. Elle est d'ailleurs l'une des principales causes de mortalité infantile dans la sous-région. Des traitements ont été testés avec succès comme la thérapie génique et d'autres sont à l'étude comme la greffe de moelle. Des dispositifs au coût trop élevé pour que les pays les plus touchés par cette maladie puissent en bénéficier malheureusement. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.